Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Aujourd'hui, un retour sur le Hobbit. Ça y est, ça va saigner, des têtes vont tomber, des hommes vont chuter, des rivières de sang vont envahir les plaines de la Nouvelle-Zélande, et le Hobbit mourra sous mes coups rageux. C'est ce que vous attendiez, n'est-ce pas? Eh bien, vous n'avez rien compris. Depuis la sortie de mon vlog sur le Hobbit, les gens ont réagi si violemment que même moi je me suis pris au jeu, m'amusant régulièrement à lui mettre des petits kicks par-ci par-là. Au point que, regardant plus vos commentaires que mes vidéos, j'en étais venu à m'auto-convaincre que j'avais profondément vomi sur le film. Bon, c'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça quand même. Disons que, parlant avec le cœur, encore une fois, je n'ai pas vraiment mis de pincettes, mais globalement ce n'est pas tant un mauvais film qu'un film qui a fait tous les mauvais choix, et si ma réaction a paru si violente, c'est que j'étais profondément exaspéré par le succès du film malgré un résultat grossier. Bien sûr, les réactions ont été amplifiées par quelques inexactitudes dans mes propos et dans mes spéculations qui ont depuis été corrigées. À la sortie du deuxième volet, voici l'occasion de revenir sur les défauts du Hobbit, et Dieu qu'ils sont nombreux, mais aussi de mieux expliquer mon ressenti et pourquoi, à mon sens, ce film n'aurait jamais dû voir le jour. Pour cela, commençons par un petit peu d'histoire. Après le film Fantôme contre Fantôme, Peter Jackson souhaite réaliser une adaptation du Hobbit, mais les droits appartenant à United Artists, cela lui est impossible. Il se lance donc avec sa compagne dans le projet du Seigneur des Anneaux, une trilogie qui prend place au sein d'une grande saga composée d'autres œuvres telles que le Silmarillion et donc le fameux Hobbit. Des œuvres assez différentes les unes des autres, allant du roman classique et narratif au recueil d'histoires. La trilogie ayant eu le succès que l'on connaît, le projet du Hobbit revient à nouveau sur le tapis quelques années après. Jackson devait réaliser le film, mais un différend financier avec les producteurs a fait qu'on lui a interdit le poste. C'est là que Del Toro est arrivé dans le programme. Étant lui extrêmement doué pour porter les univers de fable à l'écran puisqu'il y va à fond, le choix semblait logique. Mais finalement, il quitte le Hobbit pour se pencher sur Pacific Rim. Jackson reprend donc les commandes et réalise les films, après que le tournage ait été repoussé de quelques mois suite à des problèmes de santé. Les origines sont donc chaotiques, mais l'idée était bonne d'aller chercher Del Toro pour adapter un livre d'enfant. Et il aurait mieux valu que cela reste comme ça parce que la fable, c'est pas vraiment le registre de Jackson. Et nous abordons ici le premier problème du Hobbit. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les adaptations, chaque forme d'art propose ses codes et ses règles qui parfois se transposent très mal au cinéma. En l'occurrence ici, il s'agit d'un problème lié à un changement de registre et un problème lié à la chronologie. En effet, en cinéma, il est très hasardeux de changer le registre d'un film au milieu d'une saga. Pourquoi? Eh bien parce qu'on risque de s'aliéner une partie du public et surtout de perdre tout le monde, aussi bien les spectateurs que les équipes en charge du film. Un exemple récent et très parlant, c'est Riddick. Le premier film est un survival horror, le deuxième est un space opéra. Deux registres qui n'ont rien à voir, traitant très différemment le personnage, qui était un peu secondaire dans Pitch Black et devient principal dans les chroniques de Riddick, au point même d'en faire un véritable héros. Certes, c'est une évolution psychologique, mais elle a perdu pas mal de monde, et le film a beaucoup divisé à sa sortie, les fans du côté horreur du premier étant déçus, là où de nouvelles personnes ont été séduites par le côté aventure grand spectacle avec un anti-héros du deuxième. Au point qu'à la sortie de Riddick, les équipes, partagées entre le désir de continuer leur histoire épique et celui de renouer avec les fans de leurs origines, ont effectué un virage à 180 degrés plus que foireux qui, au final, n'a vraiment contenté personne. On peut également citer la saga Alien par exemple, qui est passée de l'horreur à l'action pour aller vers le survival et l'humour noir, avant de faire un détour par la grosse merde prétentieuse. Changer de registre est donc un choix périlleux, car un film propose toujours une version, une vision de la réalité, celle de son réalisateur la plupart du temps, et changer de réalité en cours de saga va déstabiliser le spectateur, qui peut rejeter totalement cette réorientation, avec le risque bien sûr d'entraîner l'histoire vers un univers qui déplaira profondément à des gens qui avaient aimé celui du premier. Du coup, pour éviter ce risque, on peut faire le choix de mélanger les deux registres. Et là aussi, il faut faire très attention car il y a des choses qui ne se mélangent absolument pas. Dans le cas du Hobbit, il y a une tentative de mariage forcé entre l'aventure épique et la fable. Et ça ne va pas du tout ensemble. Attention, je ne dis pas qu'un conte pour enfants ne peut pas être épique. On a assez vu de chevaliers pour fendre des dragons pour le savoir. Mais il ne s'agit pas du même genre d'épique. L'épique d'une fable ou d'un conte pour enfants est totalement improbable. Il s'agit presque d'un idéal, d'une perfection. Pour voir la différence, comparons deux situations similaires. L'attaque des orques dans les mines de la Moria et l'attaque des gobelins dans les cavernes des montagnes de brume. Dans les deux cas, un petit groupe se retrouve en plein cœur du territoire ennemi en proie à une mort certaine. Les différences seront nombreuses. Dans une histoire épique, la solution est de prendre la fuite et la seule chose qui règle le problème est l'arrivée d'un problème encore plus grand qui provoquera la mort d'un des membres. Dans un conte, les personnages peuvent engager le combat sans sourciller et régler le problème avec un Gandalfus ex machina. C'est le Deus ex machina spécifique au Hobbit. Et tout le monde s'en sort indemne, même dans des situations dont il serait impossible qu'ils s'en sortent indemnes. Autre différence, tout cela est annoncé de longue date. Avant d'entrer dans la Moria, on sait que Gandalf s'y refuse car un grand danger y rôde. Dès l'entrée, la présence des orques est connue de l'équipe, qui s'attend à les voir, renforçant donc la tension. Dans une fable, tout cela intervient à n'importe quel moment, aussi bien les gobelins que l'arrivée de Gandalf, qui sort littéralement de nulle part. La scène des géants est un autre bon exemple. Présents dans le livre, ils sont cependant à des kilomètres des nains et s'affrontent au loin. Dans le film, Jackson les a foutus plus que près puisqu'ils sont même dessus.
Ce qui aurait dû être un épique de fable, qui impressionne mais ne pose pas de réel danger au protagoniste, devient un épique adulte dont il est impossible également qu'il s'en sorte indemne, sans même risquer de chuter. On a pu me rétorquer qu'il fallait bien qu'ils aient une raison de rentrer dans la grotte. Parce que c'est vrai qu'un orage monstrueux, ça ne pousserait personne à se mettre à l'abri. Ce qui se produit dans le livre d'ailleurs. Parce que le but est d'émerveiller les enfants avec la découverte d'un nouveau monde. Une découverte constante, une découverte qui doit surprendre son jeune auditoire pour le garder captif. Et cela va poser des tas de problèmes. Jackson a mélangé à cette fable des éléments épiques plus adultes, comme la scène du nécromancien à Gol Dulgur ou la scène avec Azog, qui sont des ajouts, mais aussi des scènes bien présentes dans le livre, comme certains récits. En effet, la fable n'est pas réaliste, mais elle est souvent sombre. La base de ces histoires est souvent très noire, à coups d'empoisonnement, de famine, de guerre, etc., etc. Les récits de guerre du Hobbit sont épiques, purement épiques, car ils étaient à l'origine des histoires à l'intérieur d'une histoire. C'est d'ailleurs le fait de les raconter au passé qui réduit leur impact sur les enfants. Les illustrer aussi frontalement permet d'intégrer de l'épique au milieu de tout cela, mais crée du coup un décalage énorme avec le reste de l'histoire. Lorsqu'on voit des récits de guerre aussi sauvages, comment croire une seule seconde aux scènes avec Radagast ou à celle des gobelins? On met ainsi au premier plan quelque chose qui devra rester secondaire et ne servir que de background pour motiver et faire avancer les personnages de l'histoire. L'épique adulte dans une fable ne doit faire partie que des piliers du monde, de l'univers que l'on va découvrir. Vous allez me dire, c'est ce qu'il y a dans le livre, quel est le problème avec le film? Eh bien c'est tout con, mais c'est une question de temps. Dans un livre de 150 pages, le temps qu'on se pose des questions sur une situation, elle est résolue. Or, lorsqu'on prend les mêmes situations et qu'on les étale sur un film de 2h40, ils n'ont plus du tout la même dimension. Et en ce qui me concerne, je me suis fait chier bien profond pendant les 3/4 des scènes simplement parce qu'elles n'ont pas la portée suffisante pour s'y attarder aussi longtemps. Je veux bien que le projet ait toujours été d'adapter le Hobbit, mais quand on en arrive à des extrêmes pareils, c'est simplement honteux. Une image a pas mal circulé sur le net et c'est celle-ci. Et nombreux sont les fans de la saga qui ont rétorqué que ce n'était pas parce que le livre était plus petit qu'il y avait moins à raconter. Et ils ont totalement raison. Bah oui, ils ont raison, la taille d'un livre ne détermine pas la durée de son adaptation, il peut très bien avoir tellement de détails sur 150 pages que plusieurs films soient nécessaires. Mais t'es en train de dire que les autres ont raison et que t'as tort. Non, j'ai dit qu'ils avaient raison. Ça ne veut pas dire que j'ai tort. Parce que ce n'est pas le tout de citer la théorie, mais maintenant faut voir la pratique. Pourquoi le Hobbit dure-t-il quasi 3 heures? Est-ce que c'est pour tenir l'histoire du Hobbit? Non. Pour nous raconter l'histoire d'Erebor, nous présenter Bilbo que l'on connaît déjà, faire venir les nains et commencer l'aventure, le film met 40 minutes. 40 minutes d'exposition, c'est monstrueux. Il faut attendre un quart d'heure pour voir le titre du film. Et après ça, alors que déjà l'aventure avance à 2 à l'heure, on a régulièrement des pauses pour nous raconter tout un tas de sous-histoires qui n'apportent rien au récit. Le segment avec Radagast par exemple prend un bon quart d'heure alors qu'il aurait pu le résumer directement à Gandalf quand ils se rencontrent. Vous allez pas me dire que c'était essentiel de le voir soigner un hérisson. Regardez comment le Seigneur des Anneaux gérait ça. The Nine have left Minas Morgul. They crossed the river Isen on Midsummer's Eve, disguised as riders in black. Non seulement c'était plus rapide, mais en plus ça réduisait les points de vue narratifs à ceux de nos seuls héros. Les rares fois où la trilogie s'autorisait un changement de point de vue, c'était toujours extrêmement court alors que c'est désormais envahissant. Ce que je veux dire au final, c'est que le projet c'était censé être Bilbo. Et Bilbo ça prenait un film de 3 heures, peut-être, mais un seul film. Et si encore ça prenait 3 heures pour adapter Bilbo au détail près. Mais non, c'est pour fourrer un peu tout ce qu'on veut du reste de l'univers. Appelez ça les contes de la Terre du Milieu, pas le Hobbit, si le Hobbit n'est pas le centre de l'intrigue. On ne peut pas défendre artistiquement un film dont tous les choix sont faits uniquement pour le fan service. Voilà un dernier bon exemple de la différence de registre et de la perte de temps. Les chansons. Ah ça, vous êtes contents de les avoir, vos chansons. Moi, elles m'ont toujours saoulé, y compris dans les bouquins. Parce que ceux du Seigneur des Anneaux, au moins, je les ai lus. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, c'est pas parce que t'aimes pas les chansons que c'est mauvais. Je ne dis pas ça, ce n'est pas mauvais. Mais c'est encore une perte de temps. Dans le Seigneur des Anneaux, lorsqu'il voulait mettre une chanson, il le faisait de façon logique et cohérente, au moins. Merry et Pipin scandaient une chanson à boire dans la taverne qui devait servir à installer l'agitation qui allait provoquer le contraste avec l'émotion de Gandalf. Ou était clairement invité à le faire par Denethor, pour marquer la couleur émotionnelle de la scène. C'est fou cette chanson d'ailleurs, vous la foutez sur n'importe quelle image, on a l'impression de regarder un film français.
Toujours a cappella, sauf fête clairement organisée avec instrument. Ici on sort une flûte de sa manche et hop, on rejoue la scène de Fantasia où Mickey fait la vaisselle avec de la magie. Et Le Seigneur des Anneaux, c'est pas Disney. En littérature ça marche, mais pas en film. C'est comme si on avait fait une suite à Bambi tournée en image réelle avec le chasseur qui désosse la carcasse de la mer pour la bouffer. Vous voyez bien que ça colle pas. Bon, bien sûr, là aussi tout est une question de dosage et de réussite. La deuxième chanson des nains est très belle et marque très bien l'émotion de la scène, et vous aurez remarqué, c'est celle qui est faite a cappella et sérieusement, celle qui a du sens. Et le problème que ça pose, c'est que tout cela n'est plus du tout raccord avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, et cela nous ramène au problème de chronologie. Le Hobbit est un préquel. Je sais, ne commencez pas à hurler et écoutez-moi. Le Hobbit en tant que livre est sorti bien avant le Seigneur des Anneaux, 12 ans avant. C'est même lui qui a motivé l'écriture de la trilogie. Mais en tant que film, Le Hobbit est un préquel. Il est sorti une dizaine d'années après, presque l'exact opposé de la version papier. Dès lors, on ne peut plus le penser comme un film indépendant, mais pour ce qu'il est. Un film qui retrace ce qui s'est passé avant les autres films qu'on a vus. Un préquel. Si les fans sont dans le déni, le film, lui, en est parfaitement conscient, car il s'amuse à gonfler l'histoire avec des tonnes d'éléments dont on se fout totalement en ce qui concerne le Hobbit, mais qui trouveront un intérêt dans le Seigneur des Anneaux. La scène du conseil avec Galadriel, Saruman, Gandalf et Elrond par exemple, qui non seulement n'apporte rien au schmilblick, mais en plus transforme Saruman d'un vieux sage à l'esprit corrompu par le pouvoir en un simple vieux con raciste traité comme un comic relief. Ou alors lorsqu'ils font revenir Frodon pour 3 plans en début de film juste pour le clin d'œil. Cela n'a de sens que si on considère ce film comme un préquel, pas si on veut se la jouer, on peut regarder les sagas dans n'importe quel ordre. Si vous trouvez ça génial, tant mieux, mais alors vous ne pouvez plus dire que l'adaptation d'un bouquin a pris 3 films uniquement parce qu'il y avait beaucoup d'informations dans le bouquin. Et d'ailleurs en soi, qu'est-ce qu'on s'en fout de préparer les autres films? Il y avait vraiment besoin de montrer le nécromancien pour expliquer son retour? Expliquer quoi d'ailleurs? Tout ce qu'on voit c'est un mec qui revient à la vie, ça n'explique rien de plus, ça ne fait que nous le montrer, et on s'en fout totalement. Mais le problème est plus gros encore. On connaît l'histoire de Bilbo! On nous l'a résumé rapidement, d'accord, mais on la connaît! L'histoire des trolls qui veulent cuisiner les nains, on l'a entendu dans la communauté de l'anneau. Elle prend 10 minutes ici alors qu'on aurait pu la couper complètement. Et là on va me hurler dessus, mais c'est une des scènes les plus importantes, une de celles qui reste dans la mémoire de tout le monde. Si on n'adapte pas cette scène-là, autant ne pas adapter le Hobbit du tout. Toute la scène avec Gollum, aussi fun et réussie soit-elle, n'est qu'une énorme pause au milieu de ce récit faussement épique, qui est tellement longue d'ailleurs qu'on en oublie tout le reste. Mais surtout, elle n'a aucun intérêt maintenant que le Seigneur des Anneaux est déjà sorti. On sait d'avance que Bilbo va gagner au jeu de charade. On sait d'avance qu'il va épargner Gollum. On sait tout. Et pas seulement pour cette scène. C'est même à se demander pourquoi le film s'emmerde à mettre Bilbo dans des situations dangereuses, puisque de toute façon, même si on passe sous silence la trilogie du Seigneur des Anneaux, le début du film nous rappelait déjà qu'il va survivre, et même qu'ils arriveront à Erebor puisqu'il dit être revenu avec un coffret d'or. En fait, les seuls personnages pour lesquels on peut avoir peur sont les nains, car ils n'avaient jamais été évoqués dans les autres films, à une seule exception. Le gros problème, c'est qu'il est quasi impossible de s'attacher à eux, en tout cas pas individuellement. Certes, Thorin a du charisme, Kili et Fili sont drôles, et un ou deux autres ont droit à un peu plus d'intérêt. Mais si quoi que ce soit devait arriver à l'un d'entre eux, et pour l'instant j'en sais rien car encore une fois je n'ai pas lu le livre, il serait plus que compliqué de réellement créer une émotion. Alors bien sûr, il y a des gens qui s'amusent à connaître leurs noms par cœur, qui disent qu'ils les connaissent tous et qu'ils s'y sont attachés. Mais se sont-ils attachés aux nains du film ou du livre? Ce que je trouve le plus dérangeant, c'est que les soi-disant héros que sont les nains ne servent à rien. De toute façon, à chaque problème, c'est Gandalf qui vient aider tout le monde. Avec les trolls, Gandalfus ex machina. Avec les gobelins, Gandalfus ex machina. en fin de film avec les wargs et Azog, Gandalfus ex machina. avec les orques, Gandalfus ex machina. qui organise le voyage, qui choisit les membres, qui décide où aller, qui a droit à une love story. Wow, ça me donnait des cauchemars. On peut plus l'appeler le Hobbit ce film, on doit l'appeler le Gandalf. Et certes, peut-être que Bilbo va prendre son importance plus tard, mais ce n'est qu'un argument de plus en ma faveur pour dire qu'il aurait fallu faire qu'un film. Mais les nains sont aussi l'incarnation du problème du film, la surcharge. Comme si c'était devenu une intention de réalisation, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs. Il y a autant de nains, et autant de nains inutiles donc, que d'éléments inutiles dans le film. Et encore une fois, très bien, ça peut être voulu. Mais il faut voir ce que ça rend au final. Est-ce qu'on peut louer l'accumulation de détails inutiles quand ils reviennent à créer 3 films au lieu d'un? Encore une fois, du background, ça ne fait pas un film. Ça ne remplit pas une intrigue. Si vous voulez en savoir plus sur l'univers du Seigneur des Anneaux, lisez les bouquins, faites une série télé, regardez les bonus des DVD, mais pas la peine de sortir 3 films sans intérêt scénaristique. Et le pire, c'est que ça n'en finit pas.
Si au moins le film s'était arrêté après les gobelins, mais non, il fallait rajouter un acte 4 qui dure des heures et des heures de choses stupides avec un retournement toutes les 2 minutes parce qu'on sait que le public commence à en avoir plein le cul, et que je monte à un arbre et que l'arbre se casse la gueule et que Thorin veuille poutrer Azog et que Bilbo vienne l'aider et que les aigles viennent encore et encore et encore plus de retournements inutiles. D'autant plus inutile maintenant que je sais que cette scène est un ajout par rapport au livre.